Bonjour, je me présente, Monsieur El Hadj Erdouane. On va entreprendre un cours, l'introduction à la science politique. C'est le b.a.-ba de la science po. En fait, introduire une introduction parce que le sujet est vaste. Tellement vaste qu'il est pris sur plusieurs points de vue et de plusieurs angles. L'essentiel pour nous, c'est juste de permettre aux étudiants d'accéder à quelques notions importantes, les plus importantes de sciences politiques. Et bien sûr, il faut d'abord savoir, et c'est le plus important, on insiste là-dessus, la langue, elle est très importante. Pour vous autres étudiants de S1, on n'arrête pas de le répéter, si vous n'avez pas la langue française, ce n'est pas la peine d'insister. Il faut maîtriser la langue, parce que c'est la langue qui a permis à l'homme d'être un homme, de maîtriser le savoir. Sans la langue, vous ne pouvez pas penser. Et si vous ne pouvez pas penser, vous ne pouvez pas avancer. Donc on aura à voir cette introduction, c'est-à-dire comment on comprend le politique, comment se développe le politique, mais juste d'un point de vue de la théorie fondatrice de la science politique et du savoir politique, et les éléments qui ont écoulé de cette approche. Auparavant, je voudrais conseiller quelques livres pour ceux qui voudront approfondir le sujet, parce que certains seront plus intéressés et donc voudront savoir plus, en savoir plus. Je vous ai réservé ici quelques livres qui sont, c'est dont je m'inspire, c'est les livres dont on s'inspire dans ce cours et qui ont de l'importance. Il y a d'abord les deux livres de Philippe Brault, Sciences politiques. Il y a le tome 1, c'est la démocratie, et le second, l'État. C'est une approche descriptive très importante pour l'étudiant, pour connaître la matière, pour connaître de quoi on parle, de quoi s'agit-il, à savoir l'État et les mouvements de l'État. Comment on est venu à l'État moderne, parce que c'est ce qui importe. L'État, il a toujours existé, depuis longtemps. Seulement, ce qui nous intéresse maintenant, c'est l'État moderne. Pourquoi? C'est parce qu'avec lui est venue la rationalité. On essaie d'être rationnel et donc de concevoir quelque chose de rationnel, aqlani. Donc le premier, il nous explique les enjeux au sein de l'État et après il nous décrit l'État. C'est la collection Point et Essai. Vous le trouverez, c'est-à-dire facilement, au Maroc comme à l'étranger. Donc c'est une description et historique aussi, le développement, les théories qui ont fondé ce système de l'État moderne. Après, il y a Julien Freund. Lui, il se pose la question, qu'est-ce que la politique? Et là, c'est plus important, c'est même crucial pour un étudiant de première année, parce que c'est une approche plus philosophique. En fait, il s'interroge sur l'essentiel du politique. Où commence et où finit la politique? Le politique. En fait, le plus important, il faut savoir que le politique, justement, commence pas au sein de l'État. L'État ne fait que traduire quelque chose qui existe déjà. Et ça, c'est un débat entre intellectuels et entre philosophes. C'est la relation au sein de la famille même et à l'école, dans la rue, qui donne l'État qu'on connaît. Et c'est pour ça que disait Socrate, il y a des siècles, 2000 ans déjà, que chaque peuple il a le gouvernement qu'il mérite. Et de ce fait, Julien Freund va justement dans les tréfonds de l'histoire, il nous ramène, il discute avec vous, avec nous, avec le lecteur, les enjeux de la politique en tant que puissance
et domination. Autrement dit, les relations conflictuelles entre les individus, entre les groupes d'individus, entre les États, c'est le plus important dans le politique, dans ce qu'on appelle le politique, ce qui est essentiellement politique dans une relation, comme je vous ai dit, même s'il y a débat. Le politique, il est partout et à tout moment, il y a toujours une relation politique. Chaque fois qu'il y a quelqu'un qui veut imposer son point de vue, imposer son approche, il y a du politique. Après, il va analyser et il reviendra sur plusieurs philosophes, entre autres notre ami Machiavel et tout ce qu'il a posé lui comme problématique, comme problème et problématique aux intellectuels, à savoir, est-ce que dans la politique, c'est la fin qui justifie les moyens ou est-ce que ce sont les moyens qui comptent? À savoir, plus précisément, quand j'ai un objectif, est-ce que tout ce que, une fois que j'ai décidé mon objectif, tout ce que je peux entreprendre importe peu dans ses conséquences. Autrement dit, je me permets de faire n'importe quoi, de me comporter n'importe comment, l'essentiel d'arriver à mon objectif. Ou est-ce que, comme diront d'autres philosophes et d'autres politologues, non. Si on va dans ce sens-là, on revient à une barbarie innée, à une sauvagerie qu'on va essayer de dépasser avec l'état moderne, avec la rationalité. On n'est plus des sauvages, on est des hommes, on est instruits, on est cultivés. Et de ce fait, on va développer des notions qui permettront d'intégrer la valeur de ce que je préconise, à quoi je veux arriver, aux moyens que je vais utiliser. Autrement dit, si je dois commettre un crime pour arriver à quelque chose, ben je renonce à cette chose-là. Parce que je renonce ou je me refuse de commettre un crime pour aller à mon but. Et donc, c'est cette équation que va discuter tout le long de son livre Andrea Frandt, à savoir où s'arrête la raison et où commence la folie. Où on est rationnel, il y a une adéquation entre ce que j'entreprends et ce que je veux et les limites que je m'impose sur le chemin de l'entreprise. À savoir, il y a des délimiteurs moraux, philosophiques, religieux qui ne me permettent pas de faire certains actes, de commettre certains actes dans la réalisation de mon projet. Donc c'est tout l'enjeu, ce que discute notre ami Frandt. Jacqueline Ross, elle entreprend la même approche, mais elle est moins philosophique, elle est plus réelle. Elle s'attache juste aux théories des individus sur le pouvoir, la domination, le respect du pouvoir ou l'obéissance à la domination. Et donc, elle va citer toutes les théories que l'humanité a développées, qu'on a vu venir à travers l'histoire. Et donc, lui, ici, il tire d'une approche, un point de vue religieux, moral, et laïque quelquefois, selon les penseurs auxquels qu'il traite, et ici, un reste plus superficiel, plus descriptif des théories existantes du pouvoir. Arrive enfin Pierre Vermeren. C'est un enseignant français qui a enseigné au Maroc et qui a pris le temps d'étudier le Maroc. Donc, les livres que je vous donne là, les références, le premier, il est pratique. Autrement dit, très proche
Donc le premier, il décrit l'évolution de ces thèmes, la démocratie et l'arrivée de l'État moderne. Le deuxième, il discute des fondements moraux, éthiques, du politique et du comportement de l'action politique. Là, il nous décrit théoriquement le débat théorique sur le pouvoir, l'avènement du pouvoir et l'utilisation, l'usure et l'utilisation du pouvoir. Là, je vous donne un exemple concret. Donc, on est plus dans la théorie et on arrive tout à coup et vous avez un exemple concret, à savoir une approche politique, une étude du Maroc et le cas marocain par un professeur étranger, c'est vrai, mais il a enseigné au Maroc et il nous a écrit cette histoire du Maroc depuis l'indépendance dans un premier tome et le second, le Maroc en transition, c'est-à-dire l'avènement de Sa Majesté Mohamed VI et l'avènement de l'État plus moderne. Là, ce sont des livres de poche, tous les trois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans l'édition européenne, quand un livre sort pour la première fois, il est très cher. Il peut coûter 30 €, 40 €, 50 €. Et à ce moment-là, c'est-à-dire seules les personnes spécialisées et intéressées qui l'achètent. Une fois passé 1 an ou 2 ans, l'éditeur rentabilise son investissement dans les livres et après on édite quoi? Ce qu'on appelle les livres de poche, c'est-à-dire des petits formats. Les grands livres, ils sortent dans un petit format qui ne coûte pas cher et de ce fait, ils sont vendus pas cher. 3 €, 4 €, 5 € au maximum, vous pouvez trouver ces livres, à peine. Alors qu'initialement, ils ont coûté 30 ou 40 €. Donc c'est pour ça que je vous ai donné point et essai, livre de poche, la découverte poche et essai, c'est des livres, comme j'ai dit, à portée de tout le monde pour celui ou ceux et celles qui veulent approfondir le sujet ou s'intéressent à la science politique. Ça, bien sûr, dans chaque livre, vous trouverez une bibliographie importante et vous pouvez faire votre choix. Quant au thème qui nous intéresse, à savoir cette introduction, dans un premier chapitre ou dans une première partie, vous allez voir les thèmes qu'on va aborder. Donc, on va d'abord parler de l'intérêt de la discipline, la science politique, et après, on va voir ce lien entre les deux concepts, la science et le politique, comment se réunissent et qu'est-ce que cela signifie. Bien sûr, l'intérêt de la discipline vient du fait, et vous le remarquerez, que quand vous parlez dans un café, au sein de la famille, entre amis, dans un voyage ou chez vous, de politique, tout le monde a son point de vue. Vous dites, monsieur le président de tel pays FSUC, il doit faire cela, et vous avez l'autre qui dit, non, c'est pas comme ça, l'autre il va dire, non, mais tu comprends rien, c'est comme ça, l'autre. Vous parlez d'une affaire de droit international, un conflit, tout le monde a son point de vue. Et c'est le problème de sciences politiques. Ce n'est pas seulement l'expert qui intervient, c'est tout le monde, monsieur tout le monde. Tout le monde a son point de vue, de l'enfant jusqu'à l'adulte et le vieux, et chacun te dit, mais tu n'as rien compris. Vous n'avez rien compris, ce n'est pas comme ça, voilà comme ça se passe, voilà comme ça. Avec les fake news aujourd'hui, avec l'Internet, les trucs, vous avez des gens qui ne maîtrisent même pas l'information qu'ils ont et se permettent de faire des interprétations, donner des explications un peu folles quelquefois. Donc l'intérêt de la discipline vient là, c'est-à-dire qu'il faut avoir une culture, l'essentiel du sens de la science politique, pour ne plus donner votre avis à la légère. Il faut que quand celui qui a étudié un peu, il a été introduit à la science politique, quand il parle d'une façon posée et de celui qui sait de quoi parler. Pas monsieur tout le monde qui dit n'importe quoi.
Et donc, c'est l'importance de cette discipline, c'est parce que ça n'existe pas dans les autres disciplines. Vous allez évoquer la physique, vous allez parler d'Einstein ou de n'importe quel penseur, vous avez tout le monde qui va se taire. Un médecin, il va parler de médecine, et vous avez tous ceux qui ne sont pas médecins vont se taire. Même en économie, rarement, les gens qui ne sont pas des économistes interviennent. Et quand ils interviennent, ils disent quelques généralités. Ils donnent les impressions des gens, ce qu'ils ont vu, ou ce qu'ils ont constaté, ce qu'ils croient avoir vu, parce que ce n'est pas la même chose. Ce qu'on voit et ce qu'on croit avoir vu, ce n'est pas la même chose. Donc ils ont une approche juste simpliste, modeste. Mais en politique, non. On tape sur la table et c'est pas comme ça, non, c'est comme ça. Mais de quel droit vous intervenez? Et le mec, il dit, ah, tout le monde le sait. Ce n'est pas une réponse. Il faut être autorisé. Autrement dit, il faut en savoir quelque chose. Il faut savoir quelque chose sur la politique. Les règles de sciences politiques et de la politique pour intervenir, pour tenir un discours sérieux. Et c'est tout l'enjeu de cette matière, à savoir introduire, et même pour les philosophes, introduire un peu, et même quelquefois plus, ce sera tout un débat, la rationalité, l'aqlaniya, fi fahm siyasa, la rationalité dans la compréhension et l'action politique, la compréhension des politiques et l'action politique. Donc, après, il faudra arriver à déterminer ce qu'on entend par science politique. Et vous voyez qu'il y a deux termes, science et politique. Science politique. L'introduction, comme son nom l'indique, ce n'est qu'une invitation à faire une petite visite dans une discipline très diverse, très riche. L'introduction, c'est introduire l'étudiant à une matière qui est compliquée, complexe, et qui exige beaucoup de savoir, beaucoup de références, beaucoup de lecture. Et bien sûr, on lui donne l'essentiel sur ce qu'il doit savoir, d'autant plus que vous êtes en S1 en première année. Avant, ça se faisait en deuxième année, avant, c'était en troisième année. Mais il y a d'autres disciplines, d'autres branches de la science politique. Donc dans cet élément, ce qu'il faut savoir, ou ce qu'il faudra savoir, c'est la notion ou le concept de science et ensuite de politique. Quand on passera de ce stade-là, on arrive à l'étude du cours, et donc dans ce premier chapitre, à savoir, les conceptions d'origine, les conceptions de politique, de la politique à l'origine, le comment du pourquoi, comment on est arrivé à avoir les concepts que nous avons aujourd'hui, les institutions, les États, comment on est arrivé à le voir, comment on les explique, comment on l'explique et comment on explique cette évolution. Et ceci est lié à une vision des philosophes de la nature de l'homme. Qui est-ce? Qui est-il, cet homme? Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il est prêt à accepter? Et qu'est-ce qu'il refuse forcément? Et après, la nature de l'État qu'on veut, que l'homme souhaite. Et ces deux, ils sont liés. La nature de l'homme et la nature de l'État. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, en rappelant notre ami Socrate, qui disait que chaque peuple, il a le gouvernement qu'il mérite. Autrement dit, les conceptions de l'homme, sa façon de penser le politique, engendre la nature de l'État. Parce que l'État, elle ne tombe pas du ciel, l'État. Elle est conçue par des hommes et de ce fait, elle est imprégnée par la pensée de l'homme et son comportement. Et comme on le verra en détail, c'est tout l'enjeu de l'explication politique de l'avènement de l'État. Après, on s'arrête, on sépare les deux parce qu'il y a d'abord Hobbes et ensuite Rousseau. Hobbes, c'est important dans le sens, il est à cheval entre deux mondes. L'avènement de l'État moderne, il clôture en Europe
le Moyen Âge. C'est-à-dire quoi? Le Moyen Âge, c'est les ténèbres. C'est les guerres civiles, les guerres religieuses, c'est la peste, les maladies, c'est la faim, la famine, c'est des guerres interminables. Et donc lui, il est dans un monde, il a un pied dans le Moyen Âge, et on le verra comment il a mis le pied dans l'ère moderne, ce qu'on appelle la modernité. Autrement dit, il va réfléchir à poser les fondements d'un État nouveau, mais il est encore imprégné parce qu'il a lu ce qu'il a vécu dans les dernières années, les dernières décennies du Moyen Âge. La rupture, elle, entre ce qui était ancien et ce qui est nouveau, viendra avec Rousseau et Montesquieu. Jean-Jacques Rousseau, il est en rupture avec Hobbes, même si Hobbes, il était en rupture avec d'autres penseurs comme Baudin, qui ont réfléchi, et on verra l'enjeu essentiel, le moment venu. Donc Rousseau et Montesquieu, c'est eux qui incarnent la modernité. Al-Mu'asara ou l'Asrana. Lui, il est, comme je l'ai dit, à cheval. Rousseau, il va promouvoir l'homme et la situation de l'homme, le statut de l'homme au sein de l'État. Et Montesquieu, lui, il va nous développer, il va ramener quelque chose qui existait quelquefois dans le droit privé, dans les sociétés privées, dans les grandes firmes à l'époque commerciale qui existaient, à savoir la personnalité morale. À savoir la personnalité morale. Seulement jusqu'à là, à cette époque-là, jusqu'au XVIIe siècle, le XVIe siècle, la personnalité morale, elle est dans le privé. Une société comme la Compagnie des Indes, elle a une personnalité morale, mais privée. Elle signe des contrats avec les États, avec d'autres individus, d'autres commerçants, mais privé. Lui, il va donner prendre la notion de personnalité morale privée, il l'appelait donner une personnalité morale publique. Et donc, il va donner à l'État une personnalité morale et ça aura des conséquences révolutionnaires, comme on le verra. Et la notion d'institution, une conception juridique et politique. C'est la différence ou la différenciation entre l'homme, la personne physique, moi, vous, l'autre, et la personnalité morale. C'est juste une conception juridique qui permet l'évolution, la révolution politique qui va se produire avec la notion d'institution et de la personnalité morale. Donc là, c'est le fondement, on va poser les deux hommes de la modernité, ils vont poser les fondements de l'État moderne. Et c'est pour ça qu'avec eux, on parle de la modernité, l'ère moderne. On verra après, en conséquence de ces approches, de ces deux hommes, comment les attributs de l'État, c'est-à-dire ce que l'État il va avoir comme élément, comme aspect, et surtout d'un point de vue juridique, et qui va lui permettre de vivre. On va d'abord développer la notion de l'État souverain, autrement dit la notion de souveraineté. Siyada. L'État est souverain, autrement dit, الدولة لها سيادة خاصة بها. Et la notion des droits de l'homme, on est au XVIIIe siècle, fin du XVIIe siècle, et on est déjà en train de parler des droits de l'homme. Et les deux vont, c'est-à-dire ces deux conceptions, ils vont fonder l'État moderne, par le biais duquel et à travers lequel on va comprendre le politique et surtout entreprendre la compréhension du politique, la gestion de l'État, la gestion des intérêts au sein de l'État, parce qu'on aura compris à ce moment-là que tous les enjeux du politique, c'est une relation de pouvoir dominant-dominé. Mais le plus important dans cette domination, c'est des intérêts.
Même si on donnera, on verra, on vous dira que c'est la religion, le Moyen-Âge, par exemple, c'était, comme je l'ai dit, des guerres infinies. Et c'était des guerres de religion. Et c'est comme ça qu'ils sont traités par les historiens. Mais est-ce que c'est vrai? On verra à un moment donné que si il y avait guerre de religion, il y avait sécession, c'est-à-dire qu'il y avait le Vatican qui dominait l'Europe et le pourrissement politique était tel que les Allemands, la Grande-Bretagne, les Britanniques et même à l'est de l'Europe, la Russie et compagnie, ils vont se désolidariser avec le Vatican. Ils vont s'extirper de l'ingérence du Vatican. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que, et c'est le plus important qu'on verra à un moment donné, la société s'est développée. On est à l'ère de la révolution industrielle. Il y a des usines qui poussent partout. Et on a besoin de main-d'œuvre. Et qu'est-ce qu'elle fait l'État, l'Église? Elle bloque tout ça. Pourquoi? Parce que l'industrialisation a besoin d'investissement et de banques. Donc je reprends. Je disais que là on comprendra que c'est vrai, ça veut dire si on veut sortir du Moyen-Âge, les guerres du Moyen-Âge, et on nous dira qu'en fait c'était les religions, les guerres de religion, et qu'on veut s'extirper, c'est tout ce qu'on l'invention de la laïcité, c'est de s'extirper de la guerre des religions. Et tout ce que posait comme problème la religion, et j'ai expliqué que si à l'époque c'était le Vatican qui dominait, il va y avoir des schismes, autrement dit des ruptures dans le sein même de la religion chrétienne, des ruptures. Et dans la Russie tsarite, à l'est de l'Europe, on va voir les chrétiens vont dire nous, on est orthodoxes, c'est-à-dire que le Vatican, il a son interprétation de la Bible et des évangiles, et nous, on va rester liés au texte. À l'origine, c'est pour ça qu'on les appelle les orthodoxes. Les Allemands et les Britanniques, ils vont dire non, 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 non. Avec son interprétation, l'Église et le Vatican restent trop proches des textes. Et on a besoin d'une nouvelle interprétation des textes. Et donc, on va les appeler les protestants. Ils protestent contre l'autorité et l'interprétation du Vatican. Et de ce fait, justement, le Vatican n'accepte pas ces schismes. Et il va mener la guerre à tout le monde pour les ramener au bercail, pour les ramener sous son autorité. Mais l'enjeu réel, est-ce que c'est vrai? C'était juste les interprétations des textes bibliques et des évangiles. Non. On le verra le moment venu que derrière ces interprétations des textes, il y avait des enjeux matériels. Des enjeux matériels. Le Vatican prenait des impôts, taxait la population. Et il ne donnait rien en échange à part les amulettes, Sokokol-Rofran. Alors qu'on est dans l'ère de la révolution industrielle et une nouvelle classe apparaît, une nouvelle classe sociale et économique. Et elle a besoin, la révolution industrielle, elle a besoin d'investissement. Et qui dit investissement dit crédit. Et qui dit crédit, il dit quoi? Intérêt. On fait des crédits, on prend des crédits avec des intérêts. Le Vatican, lui, le système catholique, il interdit l'intérêt. Et de ce fait, il empêche la société
d'aller de l'avant. Et donc, c'est pour ça, les protestants, ils protestent justement contre l'autorité du Vatican, ils veulent être autonomes. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Autoriser l'intérêt. Ce n'est plus l'usure, c'est l'intérêt. L'usure, c'est autre chose. L'usure, elle n'a pas de loi, elle n'a pas de règlement. L'intérêt, non, il est calculé sur des chiffres et avec en accord, la banque et le client discutent et établissent un intérêt. L'usure, c'est l'anarchie, c'est le fauda. Donc c'est ce qu'il nous dit, c'est ce qui va ramener à développer, à concevoir un État moderne. Parce que justement, entre ces intérêts, la guerre civile va se prolonger pratiquement pendant tout le siècle, la fin du siècle des ténèbres du Moyen-Âge. Et c'est pour ça qu'on l'appelle les ténèbres. Parce que les individus, monsieur tout le monde, étaient aveuglés par le discours religieux et ils menaient une guerre sans fin contre les autres parce que convaincus qu'ils ne pensent pas comme lui, que c'est une hérésie, kufr ou isyan, alors que non, il y avait des intérêts qu'ils ne maîtrisaient pas. Et c'est tout l'enjeu de la science politique, à savoir comment on va franchir le pas d'un monde obscurantiste vers un monde de lumière. Pourquoi? Parce que c'est l'ère, justement. La modernité, c'est les Lumières. Ça commence avec, justement, au pays du Vatican, au pays de la base de la chrétienté, en Italie, avec la révolution culturelle. Et quand je dis révolution culturelle, c'est l'apparition de la peinture, des grandes toiles, Mona Lisa. Et c'est venu avec la religion. Ça a commencé par la décoration des églises, la décoration des maisons de Dieu. Et après, ça va se développer la sculpture aussi. Et après, la littérature va suivre. Et c'est ça l'ère des Lumières. Ça va apparaître en Italie et va se développer et va se généraliser en Europe, en particulier en Allemagne, en France et en Angleterre. Et on verra plus loin, on reviendra là-dessus, que si ces pays, ils ont vu se développer cette période des Lumières, cette révolution intellectuelle et artistique, c'est parce qu'ils étaient avancés, dont la société était avancée par rapport au Portugal, à l'Espagne et d'autres, la Pologne et d'autres pays. Imagine, on revient un peu en arrière et on fait une distinction. Les pays les plus riches au beau milieu du Moyen-Âge, c'est qui? C'est l'Espagne et le Portugal. Ils ont pillé l'Amérique, et l'Amérique latine en particulier, transporté des milliers de tonnes d'or. Mais ils sont restés très catholiques. Autrement dit, ils ne connaissent pas l'investissement. Ils ne traitent pas avec l'intérêt. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont emmagasiner leur or, le cacher pour le protéger. Et c'est comme ça qu'ils vont perdre la guerre de la révolution, la guerre de l'industrialisation. Les autres, la Hollande, la France, la Grande-Bretagne, eux, ils vont investir le peu qu'ils avaient dans l'industrialisation. Ils vont faire suivre leurs États, leurs sociétés dans la modernité. Et du coup, ils vont prendre de vitesse l'Espagne et le Portugal. Ils vont devenir les premiers pays d'Europe au moment où l'Espagne et le Portugal deviennent les derniers. Et même l'argent, l'or qu'ils ont caché, il va être pris par cette grande puissance. Parce qu'en échange de commerce, ils sont si développés. Ils n'ont pas d'industrie, donc ils doivent acheter des armes, acheter des machines, et qu'est-ce qu'ils vont payer avec quoi? Avec de l'or. Les autres exigeront de l'or. Et c'est comme ça qu'ils deviendront appauvris et sans technologie, sans industrie.
les autres, ils vont prendre en avant. Pour dire pourquoi je dis ça, pour vous expliquer qu'en fait, l'essentiel se joue ici sur l'État moderne. L'État moderne, il a une autre acceptation, à savoir que c'est l'État bourgeois. J'étais en train de parler du Moyen-Âge, c'est l'État à dominance dominé par la noblesse. Donc c'est des monarchies qui se basent sur ou des empires, comme l'empire de Napoléon et les autres, qui se basent toujours sur la noblesse. Or, la noblesse, c'est quoi? C'est des nobles qui vivent de la rente agricole, c'est-à-dire de l'exploitation des terres. Cette exploitation des terres, elle vient comment? Par les serfs, c'est-à-dire des individus qui ne sont pas esclaves, mais qui ne sont pas libres non plus. Ils sont à mi-chemin. Ils sont attachés à la terre, ils doivent travailler la terre et vivre sur cette terre. Et il ne peut quitter cette terre qu'après autorisation de son maître, le noble. Et cette classe-là, qui était un allié indéfectible de l'Église, va s'opposer à la modernité, va s'opposer à la révolution industrielle et à la représentation des industrieux, les patrons de l'époque. Elle va dire que non, c'est nous l'État et on restera. Les autres, ils vont ainsi développer d'abord une pensée philosophique, après une pensée économique et politique pour dire que c'est fini, l'agriculture n'est plus le plus important moyen de production ou de produit, le plus important produit au sein de la société. On a dépassé ça. On est arrivé à l'ère, on est rentré dans l'ère de l'industrialisation. Cette industrialisation va avec les banques et le développement des banques. Les banques se développent et développent l'industrialisation. L'industrialisation se développe et développe les banques parce qu'ils travaillent en commun accord. Et c'est tout le conflit qui va se poser. La noblesse attachée à la terre, elle est très religieuse. L'autre, il est attaché à la modernité, à la technologie de l'époque, l'industrie de l'époque. C'est des usines, c'est des automatismes. On est dans l'ère de l'automatisation, c'est-à-dire on commence à voir les premières voitures, les premiers moteurs, les premières usines, et les gens, ils sont ébahis, ils sont surpris. Il y a une machine qui fait tout, une machine qui remplace l'homme. C'était déjà l'enjeu. On est quoi? On découvre la locomotive, les chemins de fer et tout ce qui va avec. Et donc les gens, au départ, comme ici au début du XXe siècle, quand ils voient le train arriver, ils se sauvent. Ben, en Europe, c'est pareil. Ils appelaient ça le monstre. Et vous avez un livre qui parle de train en parlant de la bête. Ben, c'est ça la modernité, c'est ça la technologie de l'époque, c'est ça la nouveauté. Là, c'est-à-dire, il n'y a pas de métaphysique. C'est toute la différence. Dans l'agriculture, il n'y a pas d'irrigation, un système d'irrigation développé, avancé, qui fait que l'homme soit rationnel. Autrement dit, je sais combien j'ai d'eau en réserve, combien je peux irriguer, et donc qu'est-ce que je vais avoir comme produit. Dans l'industrie, non. Je sais les moyens que j'ai, les produits que je dois produire, les matières premières que je dois prendre, et la machine, elle est là, elle fait. Elle nous aide à le produire, et quand elle tombe en panne, ça se répare. Quand il n'y a pas de pluie, quand comment dirais-je, l'agriculture souffre de la sécheresse, qu'est-ce qu'on fait? On prie Dieu. Ici ou ailleurs. Et c'est pour ça qu'avec la chrétienté, c'est pareil. Avec l'industrie, non. Quand l'usine tombe en panne, on appelle le technicien, on parle de l'ingénieur, et il va réparer la machine. C'est ça. C'est comme ça qu'on va rentrer dans la tête la rationalité, l'aqlaniya. Une machine, la locomotive s'arrête, et ben on va voir le moteur, on va voir ceci, on va voir la vapeur, on va voir les machines, on va voir les mécanismes, et on va réparer. Et c'est là où on va les penser. C'est-à-dire la rupture
avec le Moyen-Âge et le développement de l'État moderne, c'est ça. C'est de dire pourquoi on n'intègre pas le développement des sciences dans la science politique. De façon à ce que, quand il y a un problème politique, quand il y a un problème entre États, entre individus, il suffit d'appeler l'expert, l'équivalent de l'ingénieur dans l'industrie et l'industrialisation, qui va étudier le problème et faire un diagnostic. Il faut ceci, il faut cela, il faut enlever ça, rajouter cela, et la machine se met en marche. C'est toute la prétention. C'est toute la prétention du politique, ou du politique moderne. On verra par la suite à quel point ils ont raison et à quel point ils auront tort. Donc ça, c'est les attributs de l'État moderne où on pourra arriver à la fin. Dans la conception de l'État moderne, comment on arrive, et c'était l'enjeu, comme on a parlé de la bourgeoisie, elle va triompher, elle va gagner la bataille. Mais pas forcément toujours par la guerre, par l'économie. Comment? On le verra dans la modernité, l'État moderne. On ne court pas à la guerre automatiquement, comme avant, comme dans les guerres féodales. Non. On a recours à la guerre quand il n'y a plus de solution possible. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va faire adhérer les féodaux dans le projet de la bourgeoisie. La conception de l'État moderne qu'elle réclame la classe bourgeoise nouvellement promue à la tête de l'économie des pays européens, elle va intégrer la féodalité comment? Simplement en invitant les grands féodaux à investir leur argent dans les banques et dans les industries. Et de ce fait, on va lui dire, vous gardez votre titre, vous êtes le marquis ou le comte de ceci et de cela, vous allez renoncer en conséquence à certaines terres parce qu'on en a besoin et vous allez devenir pratiquement un bourgeois. Je dis ça parce qu'en fait, ils resteront toujours des nobles, c'est-à-dire ils resteront toujours un peu archaïques, arriérés par rapport à la bourgeoisie. Parce que l'élément essentiel dans la bourgeoisie, je ne vous ai pas cité tout à l'heure, Max Weber, qui va donner le protestantisme et le capitalisme, c'est-à-dire l'essor de la religion, l'interprétation religieuse de la chrétienté, à savoir les protestants, dans l'évolution de l'industrie, ils vont rester marqués par la religiosité. Et de ce fait, ils vont investir, mais garder, c'est-à-dire ils ne vont pas être entrepreneurs, juste mettre leur argent dans la banque et avoir... Ils avaient auparavant des rentes réelles. Là, ils vont avoir une rente nouvelle, différente. Ça sera les intérêts qu'ils vont toucher des banques. Mais eux, ils ne sont pas industrieux. Parce que c'est ça l'essentiel, c'est que la bourgeoisie, quand on dit de quelqu'un qu'il est bourgeois, que c'est la conception classe bourgeoise, il faut qu'il soit industrieux. Autrement dit, son travail, son énergie est destiné, son gagne-pain, sa richesse vient de l'industrie. L'industrie. S'il n'est pas industrieux, ce n'est pas un bourgeois. Même s'il a tout l'argent du monde, ce n'est pas la même chose. Être riche, ça ne veut pas dire être bourgeois. Être bourgeois, c'est avoir un esprit industrieux, c'est-à-dire d'entreprise. Il va d'une entreprise à une autre, il développe, il adapte son entreprise, il fait fructifier son entreprise, il fait doubler, tripler son entreprise. C'est ça la bourgeoisie, c'est ça le bourgeois. Et donc, ce n'est pas parce que je m'habille bien ou j'ai un peu d'argent que je suis bourgeois, non. Il faut chercher la nature, l'origine de l'argent. Et à ce moment-là, vous allez trouver que parmi les plus grands riches, même en Europe et aux États-Unis, il y a des rentiers. Autrement dit, ils sont restés encore dans l'esprit féodal. Ils sont encore avec l'esprit féodal et qui avancent dans la modernité. Celui qui peut ne pas avoir de moyens, qui ne marche pas dans le luxe, je donne toujours les exemples
de Sousse, et les gens de Sousse au Maroc. Vous trouvez quelqu'un de Oujda, de Tanger, qui est habillé chiquement, et qui n'a pas... Il a un petit salaire ou pas du tout. Vous trouvez un Soussi qui est habillé avec un djellaba, des petites babouches et tout ça, mais qui est milliardaire. La différence, c'est que l'autre, il n'a pas de statut. Il se fait montrer par son habit. L'autre, il est industrieux. Il a des usines, des grands chantiers sur Casablanca, sur Oujda, sur Tanger, sur partout. Mais il reste, lui, modeste. C'est ça le bourgeois. Ce n'est pas l'autre qui, pour une raison ou une autre, il a de l'argent, oui, qu'il est riche. Non, s'il n'a pas des usines, qu'il ne produit pas, il n'est pas entrepreneur, ça ne marche pas. Donc on arrive à cette... Une fois qu'on a démontré le comment du pourquoi, on va arriver que ce que voulait la classe bourgeoise, c'est qu'on ne parle plus de titre. Tu ne vas pas me dire que vous êtes du nord ou du sud, tu ne vas pas me dire je suis le comte ou je suis le duc, je suis le prince, je suis... Non, 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 non. Ce n'est pas comme ça que l'État va marcher dorénavant. L'État va marcher avec des règles de droit. Et c'est ce qu'on appelle la juridisation globale des rapports sociaux. C'est-à-dire toutes nos relations dans l'État moderne, pour qu'il y ait un État moderne, doivent être gérées par des règles de droit. Le droit positif, ni le droit canon, ni le droit autre, un autre droit. Le droit positif. L'invention, le développement de l'État moderne vient avec le développement des droits positifs. Autrement dit, c'est un ensemble de règles de droit posées par les hommes et qui s'imposent à l'État et aux individus. C'est ça le plus important. Il s'impose à l'État et aux individus. Et donc la juridisation globale, c'est-à-dire rien dans un État moderne ne doit échapper au droit. Rien. De la naissance jusqu'à la mort, le début de l'entreprise jusqu'à la fin de l'entreprise, la liquidation de l'entreprise, la distribution des intérêts, des profits, tout se fait par le droit. Rien ne doit échapper à au droit positif. C'est ça l'enjeu. Et c'est ça le gain. Ce qu'on a gagné dans l'État, ce qu'on va instaurer dans l'État moderne, ben c'est ça. Faire ensuite que tout le monde doit avoir ces deux éléments clés, à savoir la légalité et l'égalité. Ce sont les éléments clés de l'État moderne. Ce sont les concepts fondateurs et justificatifs qui justifient l'État moderne. Sans quoi il n'y a pas d'État moderne. L'État est archaïque, sous-développé. Relève de l'histoire, du passé. La légalité, c'est quoi? C'est qu'on rien n'est entrepris. Si tout est géré par le droit, on ne peut rien entreprendre qui ne respecte pas les règles de droit. Tout ce qui doit être entrepris par les individus, par les groupes d'individus, par l'État, les institutions étatiques, doit être légal. Autrement dit, pour expliquer, il doit y avoir un texte juridique, un texte de droit développé au sein du Parlement ou au sein du gouvernement, mais sur la base de ce qu'a voté le Parlement, qui permet de justifier l'acte ou le comportement des individus, des groupes ou de l'État ou des institutions étatiques. Sans ça, c'est illégal. C'est pour ça qu'on dit quelque chose, un acte ou un comportement, il est illégal, c'est-à-dire qu'il ne respecte pas un texte donné, qu'il n'y a pas un texte qui le justifie. Donc le fonctionnaire, le professeur, les étudiants, tout le monde est assujetti dans la juridisation globale, dans l'état de droit, aux règles de droit. Ceux qui ne respectent pas les règles de droit, il est dans l'illégalité. Autrement dit, son comportement est nul et non avenu. Il n'a aucune importance. Et s'il a des conséquences, il en subit les conséquences. C'est-à-dire, c'est à lui de dédommager. Sinon à être emprisonné parce qu'il n'aura pas respecté la légalité. Et de ce fait, il a touché les droits des autres, et il faudra qu'il passe
devant les juges pour se justifier, pour se défendre. Et le cas échéant, il va être pénalisé ou emprisonné, condamné, parce qu'il aura agi en dehors de la légalité. Shari'a au sens légal. Qanon, hudur qanon, fi kulli shay'. Rien ne se fait en dehors de la loi. Le deuxième principe, l'égalité, à savoir que si avant, il y avait le seigneur, il y avait le serf, il y avait le marquis qui avait un pouvoir sur le comte et le comte qui avait un pouvoir sur l'autre, c'est-à-dire il y avait une pyramide sociale et chacun a le roi qui est entouré de sa cour. Dans cette cour, il y a des ducs et les ducs qui sont chacun, c'est-à-dire Sullamun Haramé, il vient du roi et ça descend, et chacun il a son statut de supériorité sur celui qui est en dessous de lui, socialement parlant. Dans l'État bourgeois, dans l'État de droit, on va dire, on est tous égaux. C'est le bourgeois qui l'impose. Il va dire, c'est-à-dire d'abord, vis-à-vis de la noblesse, vous prétendez être supérieur, mais vous avez quelques terres. Moi, j'ai les moyens de production, j'ai les usines, j'ai les banques. Donc la moindre des choses, c'est qu'on soit égaux devant la loi, devant le droit. C'est la moindre des choses. Et de ce fait, si vous voulez que je paye des impôts pour financer l'État, il faut me donner la légalité, c'est-à-dire qu'on est tous égaux. Moi, le bourgeois et l'ouvrier et l'ancien duc ou l'ancien comte, on a tous les mêmes droits et les mêmes obligations. On va payer les impôts selon notre richesse et on subit les conséquences et les obligations de la même façon et on profite des droits reconnus par l'État moderne de la même façon. Et de ce fait, je n'ai plus à supporter ni monsieur le comte ni madame la duchesse. Je ne supporte pas que je me réveille le matin et on dit cette nuit le roi il a augmenté les impôts et donc je dois payer de plus. Non. Tout se fait selon la légalité. Autrement dit, l'impôt, c'est l'essentiel de Sciences Po et de l'État moderne. Ça a été toujours l'essentiel, la richesse, l'argent. Et donc toutes les révolutions sont venues sur l'impôt. Donc l'impôt, pour être légal, il faut qu'elle soit discutée dans la représentation politique, à savoir dans le Parlement. Et dans le Parlement, il faut qu'il y ait la bourgeoisie représentée, elle va défendre et discuter ses intérêts, et à ce moment-là seulement, on peut payer des impôts parce qu'on aura respecté la légalité et l'égalité. Autrement dit, si tu en as beaucoup, tu payes beaucoup, si tu n'en as pas, tu ne payes pas, si tu as un peu, tu payes un peu. Et tous pareil. Il n'y a pas qu'il soit exonéré parce que c'est le duc ou c'est le... Non, 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 non. Selon les moyens. Et à ce moment-là, on est tous solidaires devant l'État et avec l'État. On va tous aider l'État parce qu'on en profite. Il y a un échange donnant-donnant entre nous et l'État. Et de ce fait, on sent l'appartenance à cet État. Il est le nôtre et on est les siens. Parce qu'il nous respecte, donc il nous impose et il nous protège par ces deux concepts, la légalité et l'égalité. Donc c'est l'essentiel du cours qu'on va voir. J'espère que j'ai été assez clair et on reprendra tout ça avec un peu plus de taille dans les cours prochains. Inch'Allah. Merci d'avoir suivi et à la prochaine si le cœur vous en dit. Merci de votre attention.